Bienvenue dans le 20h de ce 9 juillet. Vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre. Le vice-président Thiemoko Meïlie Kone a reçu ce mardi le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ousmane Diagana est venu faire le point des projets portant notamment sur le développement du capital humain, l'amélioration des chaînes de valeur agricoles ou encore les enjeux du changement climatique. Cérémonie de commémoration de l'an 4 du décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À Korogo, c'est le recueillement et les prières pour le repos de l'âme du défunt. La famille politique, la famille biologique et la jeunesse de Korogo se sont mobilisés pour rendre hommage à l'homme. La 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a refermé ses portes aujourd'hui. Le Parlement ivoirien était présent à ses assises avec la présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo a eu plusieurs séances de travail avec ses homologues présents à Montréal, au Canada. Et puis le dossier économie de ce journal fait un focus sur la filière riz. La Côte d'Ivoire veut atteindre la souveraineté alimentaire à travers la couverture totale des besoins nationaux en riz à partir de la production locale. C'est le principal objectif de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition avec la rencontre ce mardi du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et du vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Kone. Les échanges doivent permettre à la Banque mondiale de pouvoir aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est à Abidjan depuis le 4 juillet dernier. Ce mardi, il est reçu par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone, pour faire le point de ces sessions de travail technique. Nous avons informé Monsieur le vice-président, son Excellence, des progrès qui sont déjà accomplis dans le cadre de nos interventions diverses et variées en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, bien sûr, sollicité ses conseils et ses orientations pour renforcer encore notre partenariat qui, comme vous le savez, couvre pratiquement tous les secteurs de développement en Côte d'Ivoire. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars. Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, des retombées de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire est à 75%. Il est clair que les 25% de la population qui restent ont aussi droit à l'électricité. Quels investissements supplémentaires doivent être également faits en collaboration avec l'ensemble des partenaires, la Banque mondiale, mais également le secteur privé, pour que ces derniers miles, de kilomètres, puissent être parcourus et puissent véritablement à la Côte d'Ivoire d'avoir une électricité qui soit disponible. Et ceci est important pour aussi le développement du capital humain, tout comme le développement agricole, qui sont d'autres secteurs importants que nous avons discutés au cours de notre mission. Pour ce qui concerne le développement humain, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci aussi puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, qui dépend nécessairement du secteur agricole. Nous avons beaucoup, dans le cadre de notre mission, discuté sur le potentiel que ce secteur a, sur les progrès importants que la Côte d'Ivoire
a fait. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'anacarde, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Cette visite qui précède la reconstitution de l'IDA 21 met aussi l'accent sur l'impact des programmes financés par l'instrument Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du PND 2020-2025. Les échanges menés devront par ailleurs, in fine, permettre à la banque d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Korogo, la capitale du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, commémore l'an 4 du décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'heure y est au recueillement. Hier 8 juillet, des séances de prière au caveau familial par les guides religieux musulmans afin d'implorer le pardon, la grâce et la miséricorde divine en faveur du défunt. Ami Sissoko. Korogo, quartier Soba, caveau familial Gon Coulibaly. Guides religieux, fidèles musulmans, amis et proches aux côtés de la grande famille Gon Coulibaly en ce jour de commémoration du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Prières et invocations pour implorer la miséricorde divine en faveur d'Amadou Gon Coulibaly, très proche collaborateur du chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis le décès, chaque année, on se retrouve au caveau ici, on vient prier pour lui. Nous demandons à bon Dieu toute prière que nous acceptons aujourd'hui pour que Dieu exauce nos prières, que Dieu accepte notre prière pour que son corps se repose en paix. 4 ans après son rappel à Dieu, son absence suscite toujours de vives émotions. Toujours quand on pense à lui, vraiment, on le voit toujours comme s'il est là. C'est pourquoi on vient chaque année pour prier pour lui. Tu n'as pas terminé avec nous. Par ces émotions, vraiment, nous te disons que la tête soit encore légère, mais nous ne t'oublions jamais et au grand jamais. C'est toujours avec tristesse qu'on ressent encore cette mort, comme si c'était hier. Mais particulièrement, nous sommes heureux d'avoir participé à la commémoration du 4e anniversaire, au sacrifice qui vient d'être fait, toutes les bénédictions qui ont été faites, fasse Dieu qu'elles soient exaucées et que notre frère puisse reposer en paix. Des invocations ont été aussi formulées par les imams à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara afin qu'il continue sa politique de développement entamée avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en faveur des populations en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Par la voix de son porte-parole, la famille traduit toute sa gratitude à tous. Et quand on voit la population de Korogo qui reste encore mobilisée pour prier, pour demander à Dieu d'avoir pitié d'Amadou et de l'accepter dans son paradis, les émotions sont à leur comble. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de prier pour le repos de son âme et pour prier aussi que l'œuvre qu'il a bâtie avec son grand frère, le président Alassane Ouattara, puisse se poursuivre de façon harmonieuse. À cette cérémonie émouvante était présente la veuve du Premier ministre Assetou Gon. Ses enfants, le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, un très proche collaborateur, autorité administrative, politique et chef de canton et de village. La jeunesse de Korogo a aussi commémoré cette date à sa façon. Les jeunes se sont mobilisés dans les rues, vêtus de blanc. Ils ont fait honneur à la mémoire de l'ex-premier ministre, celui qui a été pour eux un mentor, un modèle. Ami Sissoko. 8 juillet 2020, 8 juillet 2024. Voici 4 ans que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, illustre fils de Korogo, a été arraché à l'affection des siens. Ce dimanche 7 juillet 2024, à la veille de la commémoration de son décès, les populations du Poro, tous vêtus de blanc avec en première ligne les jeunes, en procession à travers la ville pour réitérer la marche blanche initiée depuis son décès. Nous sommes là aujourd'hui pour nous rappeler cet homme exceptionnel qui était aussi notre grand frère bien-aimé au niveau donc de la direction du parti, au niveau du combat politique que nous avons eu à mener. Et on a été fiers de le faire à ses côtés. Nous commémorons l'an 4 du décès d'Amadou Gon. Amadou Gon pour nous qui est un monument qui reste aujourd'hui pour nous un esprit.
que nous devons cultiver parce que c'était un homme de cohésion, c'était un homme de culture, c'était un homme de rassemblement. Cette marche, évidemment, est organisée pour juste un rappel, montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il a été et il reste pour nous une idole, un leader, quelqu'un que nous ne pourrons jamais oublier. C'était un papa pour tous les enfants, un papa aimant, protecteur. Comme je dis toujours, il est inégalable et incomparable. Le Premier ministre Amadou Gon a été pour moi un mentor, un modèle et nous espérons perpétuer sa mémoire. Parti du siège du RHDP au caveau du défunt, en passant par plusieurs points chauds de la ville, les jeunes ont marqué un arrêt au domicile familial du défunt pour démontrer une fois de plus leur attachement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à travers une motion. Surtout pour montrer leur engagement à perpétuer les valeurs incarnées par celui qu'ils appelaient affectueusement le lion, d'où l'esprit AGC. Korogo est désormais une terre de pèlerinage pour nous. Amadou Gon, même s'il n'était pas prophète, il était un leader et son leadership a enfanté des fils. Parce que le fils est différent de l'enfant. Le fils est le continuateur de ton œuvre. Cet événement n'est pas seulement un hommage, mais aussi un témoignage de notre engagement collectif à faire perdurer les valeurs et les idéaux pour lesquels AGC s'est tant battu. Une action de reconnaissance qui réjouit la famille Gon Coulibaly. Votre mobilisation rassure que vous avez pris le bon chemin. C'est pourquoi les bénédictions de la famille vous accompagnent pour que vous soyez fortifiés, pour que vous soyez toujours engagés pour les causes justes que Amadou a défendues toute sa vie. L'engouement autour de l'événement indique visiblement qu'après 4 ans, la légende AGC reste vivante. D'où le slogan « L'esprit AGC, la marche continue ». Et c'est tout le pays qui a une pensée pieuse pour le disparu en cette période anniversaire de son rappel à Dieu. On s'intéresse maintenant à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Elle a refermé ses portes ce mardi. Le nouveau président est le Camerounais Hilarion Etong. Il va conduire l'institution pour les 2 années à venir. Le Parlement ivoirien était présent à ses assises avec la présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Michel Digré et Lamine Dramé. Je termine ma présidence et j'ai misé, et je dis j'ai misé, nous avons misé sur 2 thèmes majeurs durant les 2 dernières années, la jeunesse et la diplomatie parlementaire. C'est le discours d'adieu de Francis Drouin qui quitte la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Camerounais Hilarion Etong prend les rênes de l'institution. Je m'attellerai à ce que nous mettions en jeu tout notre poids de parlementaires pour renforcer notre engagement dans des démarches de médiation parlementaire, pour contribuer à la prévention et à la résolution des crises politiques qui secouent le monde francophone. Ainsi se referment les portes de cette 49e session de l'APF. En marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale a multiplié les rencontres dans le cadre de la diplomatie parlementaire sur plusieurs questions d'actualité. La crise aujourd'hui dans l'Est du Congo, la crise au Mali, la crise au Burkina, la crise au Niger. Donc autant de crises pour lesquelles, en tant que président de l'Assemblée, nous avons considéré qu'il était bon que le Parlement, la diplomatie parlementaire joue sa part. Nous restons convaincus que cette dynamique de la diplomatie parlementaire, à n'en point douter, sera donc d'une valeur ajoutée pour la recherche de la paix, la stabilité, éléments fondamentaux pour le développement de nos pays. Son homologue congolais Vital Kamerhe revient sur d'autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Beaucoup de choses unissent la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, que ce soit le football, que ce soit les amitiés traditionnelles depuis l'époque de Houphouët. Aujourd'hui, nous sommes heureux
du miracle de Ouattara. Moi, j'étais moi-même à Abidjan. Et quand mon frère m'a convié à cette rencontre, j'ai dit c'est l'occasion de découvrir un peu les secrets du miracle qu'ils ont opéré pour construire autant d'infrastructures routières et sociales. Le pays est en train de transformer chaque jour. Adama Bictogo a enfin échangé avec la présidente du Sénat du Canada et la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Entre plénières, travaux en Commission européenne et rencontres avec de potentiels partenaires, ce rendez-vous parlementaire s'est avéré enrichissant pour la Côte d'Ivoire. Nous y retrouvons notre envoyé spécial, Kader Sogodogo. Montréal au Canada, les parlementaires de l'espace francophone s'y trouvent pour la 49e session de leur assemblée. Langue, culture, diplomatie, intelligence artificielle, les défis sont nombreux à ce rendez-vous. Une participation enrichissante pour les parlementaires ivoiriens. La participation ivoirienne était fortement représentée par les deux présidents de chambre de Côte d'Ivoire, ce qui montre l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour l'espace francophone. Il y a eu des débats francs et des points, des conflits qui étaient des points un peu délicats ont été abordés sans complexe, notamment le cas de la RDC et du Rwanda, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc nous repartons satisfaits de notre participation. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, un cadre parfait pour régler de nombreux différends. Ici, la Côte d'Ivoire va s'inscrire dans le processus pour entrer en possession de certains biens spoliés durant la période coloniale. La Suisse est au devant des choses. Votre pays est concerné directement et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'avoir aussi l'avis de votre parlementaire et de la présidente du Parlement pour donner son point de vue et aussi participer aux solutions que nous pouvons mettre en place aujourd'hui. Une action saluée par la présidente du Sénat. L'objectif, c'est de faire en sorte que la francophonie puisse s'étendre au-delà des pays qui sont déjà membres de l'APF. Mais nous avons eu la bonne nouvelle de savoir que d'autres pays vont bientôt adhérer à notre grande organisation commune. Et c'est l'occasion aussi de tisser des relations bilatérales entre les pays francophones. Donc c'est un projet que nous trouvons très important pour nous et je voudrais féliciter monsieur le chef de délégation et dire que nous souhaiterions justement avoir un groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Suisse et dans ce cadre-là, on pourrait effectivement travailler sur ce dossier de la restitution des biens. La délégation ivoirienne aura de nombreuses autres rencontres avant de regagner Abidjan. Dans la région de la Nawa, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le médiateur de la République, Adama Toungara, a procédé à l'installation de la délégation régionale de l'institution. Et c'est l'administrateur civil Touré Nameta qui a été installé comme médiateur délégué. Elle a reçu sa feuille de route qui porte essentiellement sur le maintien d'un climat de paix sociale dans cette partie de la Côte d'Ivoire où les conflits fonciers sont récurrents. Sam Conan. Anciennement rattachée à la délégation régionale du GO, la NAWA dispose désormais d'un bureau regroupant les services de l'institution, le médiateur de la République. Avoir une délégation de la médiature dans la NAWA, je pense que c'est à saluer à sa juste proportion. Au lieu d'aller à Abidjan ou Gaïwa ou même San Pedro, je pense que ça peut régler ici. L'administrateur civil Nameta Touré, nommé médiateur délégué de la région de la NAWA, dit mesurer la tâche qui l'attend. Je serai à l'écoute de la population pour que nous puissions régler les conflits, que nous puissions apporter la paix sociale, la solidarité à travers cette écoute. Tout en rappelant le rôle essentiel de l'institution en matière du maintien de la paix, le médiateur de la République, Adama Toungara, qui a procédé à l'installation de sa représentation dans la NAWA, se réjouit du rapprochement de son institution des populations. La cérémonie d'installation en ce jour du médiateur délégué de la NAWA résulte de notre volonté de renforcer la présence de l'organe national de médiation dans l'ouest du pays afin de contribuer à la pacification du climat social.
17 médiateurs délégués, dont 2 femmes, ont été installés depuis 2017. À terme, l'institution, le médiateur de la République, entend couvrir les 31 régions du pays. Sur le plan sanitaire, le gouvernement ivoirien veut garantir à travers la CMU un égal accès à des soins de santé de qualité et à moindre coût à toute personne vivant sur le sol ivoirien. Le processus d'opérationnalisation se poursuit. Dans cette optique, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est à l'école de la Thaïlande et de l'Indonésie. Adama Camara veut s'inspirer de ces 2 modèles réussis en matière de prise en charge sanitaire. Serge Coléa. La Thaïlande, un pays d'Asie du Sud-Est, jouit d'un système de santé offrant à la population des soins accessibles et de haute qualité. Grâce à son régime de couverture sanitaire universelle, de nombreux services sont gratuits. Un modèle du genre dont la Côte d'Ivoire entend s'inspirer. À la tête d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Maître Adama Camara est venu s'imprégner de la gouvernance et de la politique du Bureau national de la sécurité sanitaire. Nous sommes demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande. Comment a-t-elle fait pour enrôler toutes les populations éligibles à la couverture maladie universelle? Nous sommes également demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande sur le prélèvement des cotisations sociales à la source. Parce que la caractéristique du secteur privé informel, c'est qu'il s'agit d'agents économiques qui exercent des activités génératrices de revenus connus. Nous sommes aussi demandeurs de comment la Thaïlande a fait pour que l'accès aux soins, qui est la finalité de la couverture maladie universelle, ainsi que l'accès aux médicaments de qualité et moins chers, est connu de succès. Le système thaïlandais, c'est environ 68 millions d'assurés et un retour d'expérience qui s'appuie sur un vécu de plus de 40 ans. En Côte d'Ivoire, environ 13 millions sur 29 millions de personnes sont enregistrées à la CMU. L'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes à fin 2024. Et pour un meilleur fonctionnement de la CMU, les structures sanitaires se rapprochent des populations. À Kouenoufla, village de Vavois, dans le centre-ouest ivoirien, un centre de santé vient d'ouvrir ses portes. Les soins de santé de qualité se rapprochent donc des populations de Kouenoufla, dans la droite ligne de la politique sanitaire du gouvernement ivoirien. Éric Goury. Le centre de santé rural, Dr Albert Mabritouakeus de Kouenoufla, dans la sous-préfecture de Sétifla et dans le département de Vavois, livré aux populations en présence du président du conseil régional du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré. C'est un don du ministre conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Albert Mabritouakeus, et de la Mutuelle pour le développement économique et social de Kouenoufla, MUDESCO. Ce don s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara qui invite les cadres à se rapprocher davantage des populations les plus vulnérables. Nous avons dit aux populations qu'elles avaient raison de rendre hommage au président de la République. Nous avons demandé à continuer à nous faire confiance, mobiliser pour soutenir le président de la République. Je pense que ce message a été bien perçu et retenu. Je voudrais donc leur dire merci. Le centre de santé va désormais faciliter les naissances dans cette localité. Monsieur le ministre, conseiller du président de la République, vous avez entendu nos cris de détresse. Vous avez agi efficacement et promptement. Vous manifestez une immense solidarité qui va améliorer durablement le quotidien de nos populations. À son tour, le président du conseil régional du Haut-Sassandra n'a pas manqué d'éloges en faveur du président de la République. La réalité de nos populations, c'est d'avoir d'abord de l'eau, avoir donc des routes, avoir de l'électricité, avoir des centres de santé pour que les populations puissent se soigner. Déjà en 8 mois,
les actions qui ont été menées ici à Sétif-là. Ces actions viendront renforcer l'acte de gratitude que nous avons à votre endroit. Vous avez voté parce que vous croyez au président Alassane Ouattara. Les équipements de ce centre de santé seront livrés dans quelques jours et le personnel mis à disposition. Gestion des déchets solides au niveau des collectivités ivoiriennes, la Direction générale de la décentralisation et du développement local ainsi que l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, signent une convention pour la concrétisation de cette vision. Cette signature a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de ces entités. Grâce Kando. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, et la Direction générale de la décentralisation et du développement local mutualisent leurs efforts en vue de mettre en œuvre des solutions durables et efficaces dans la gestion des déchets solides au sein des collectivités. Les deux structures matérialisent donc cette vision à travers une signature de convention. Je voudrais affirmer toute notre disponibilité à accompagner l'ANAGED, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous devons lutter contre l'incivisme, nous devons lutter contre l'insalubrité. Avec ce cadre où nous avons défini déjà un plan d'action, nous allons parvenir à donner un nouveau visage à nos collectivités. Cette volonté partagée s'inscrit dans la continuité d'une collaboration entamée depuis 2019 et qui prend en compte les 201 communes et 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Nous visons particulièrement à transformer nos collectivités en modèles de propreté et de gestion responsable du cadre de vie des populations, de fournir un appui institutionnel à l'ANAGED afin de renforcer ses interventions au niveau local, d'accompagner l'ANAGED dans l'exécution de ses missions auprès des collectivités territoriales en matière donc de gestion des déchets solides, de participer au renforcement des capacités techniques et matérielles des acteurs locaux en matière de lutte contre l'insalubrité. L'ANAGED est l'autorité de régulation des déchets solides en Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 2017. Comment renforcer les capacités en matière de gestion des frontières et quelle réponse aux urgences dans les régions nord et nord-est de la Côte d'Ivoire? Un projet financé par le Japon vient apporter des réponses à ces questions. Il vise à relever les défis liés à la sécurité aux frontières nord du pays et aussi à appuyer les communautés locales. Ce projet a été mis en route par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomondé. Le reportage de Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien déploie des moyens pour garantir la quiétude et renforcer la cohésion face au flux de réfugiés en provenance des pays voisins fuyant l'insécurité. Les divers services sociaux sont évidemment débordés. C'est le cas en ce moment aux frontières nord où 60 000 réfugiés bénéficient de l'hospitalité des populations qui s'exposent ainsi à des difficultés. L'État, ne pouvant pas tout faire, des partenaires volent à son secours. D'où le sens du projet Sogrène. Visant à promouvoir une mobilité transfrontalière sûre et respectueuse des droits humains. Cette franche collaboration, elle a déjà permis de renforcer la sécurité et la cohésion sociale le long des frontières ivoiriennes, notamment à travers l'édification et l'équipement de nouveaux postes de police frontalière, ainsi que l'appui à la résilience des populations vivant dans ces zones. Le projet est financé par le Japon. À hauteur d'environ 565 millions de francs CFA, ce projet vise à réhabiliter et équiper 2 postes de police frontalière et à renforcer les capacités de personnel chargés de contrôle aux frontières dans les régions de Bunkani, Tchorogo, Poro et Bagoué. Traduisant la reconnaissance du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède au lancement officiel du projet. Ce projet contribuera non seulement à renforcer nos infrastructures frontalières et nos capacités opérationnelles, permettra également d'impliquer activement les communautés locales dans la gouvernance des frontières, créant ainsi un environnement plus sûr et plus stable. Avec une durée de 12 mois, le projet Sogrène va s'étendre jusqu'au mois de février 2025.
La Côte d'Ivoire veut être un modèle en matière de souveraineté alimentaire à travers notamment la couverture totale des besoins nationaux en riz à partir de la production locale. C'est là le principal objectif de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Au centre de cette stratégie, de grands chantiers comme les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation ou encore la mécanisation. Le dossier EcoPlus de ce mardi revisite quelques chantiers du projet de redynamisation de la filière riz en Côte d'Ivoire. Il est signé Jean-Luc Mangbo. À Sikwa, dans la périphérie d'Adzopé, région de la Mé. Vue du ciel, un tapis vert. Une exploitation luxuriante de riz sur 10 hectares. Une rizière créée grâce à un programme gouvernemental, le PURGA, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles qui vise un approvisionnement permanent des populations ivoiriennes en denrées alimentaires de première nécessité. Ici, à Adzopé, l'on est en phase d'expérimentation d'une culture de riz de seconde génération, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'irrigation. Nous avons fait le système d'irrigation, c'est-à-dire que nous sommes dans une production irriguée. Nous n'attendons pas forcément la pluie pour pouvoir s'aimer. Donc tout le système d'irrigation a été mis sur pied par le cours d'eau qui est juste à côté et d'alimenter les différents casiers. Approvisionner continuellement les plants de riz en eau permet d'en accroître la production. Grâce au système d'irrigation, 3 récoltes sont possibles par an sur ce site, avec un espacement d'1 mois pour le travail de la terre. Pour chaque hectare, il faut compter environ 5 tonnes de riz pour la récolte. Le projet s'inscrit dans le cadre de la relance de la riziculture pour assurer à terme l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire et cela passe aussi par la mécanisation. La méthode ancienne archaïque, comme je le disais à la main, la Côte d'Ivoire ne pourrait jamais s'autosuffire en riz. Mais avec les machines, il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire va s'autosuffire en riz et même exporter et encore réserver pour les années futures. Le riz, une denrée alimentaire très consommée en Afrique. En Côte d'Ivoire, la consommation de cette céréale est estimée en 2023 à 2,5 millions de tonnes, alors que le pays ne produit que 1,2 million de tonnes. Une production qui ne couvre qu'environ 60% des besoins. L'ambition des autorités ivoiriennes est de porter la production nationale à 2 700 000 tonnes en 2027 et permettre au pays d'être autosuffisant en riz, pour enfin atteindre la barre de 3 500 000 tonnes en 2030 et être exportateur de riz. Près de 300 km plus loin, voici une plantation artisanale de riz, comme on en compte des dizaines dans cette localité de Kayeta, région de la Maraoué, dans le centre-ouest. Ici, vous comptez avoir un rendement d'à peu près combien en paddy? En paddy, on compte avoir au moins 3 tonnes à l'hectare. Ouais. Même pas 3 tonnes 5? C'est par rapport à un niveau d'enlèvement, ça, mais on peut aller jusqu'à 4 tonnes. Ah, ça c'est un record, c'est très bon. Un champ où s'effectue ce jour la récolte du riz, arrivée à maturité grâce à cette moissonneuse-batteuse qui épargne d'une récolte manuelle, bien souvent fastidieuse. Une semi-mécanisation longtemps espérée par les riziculteurs comme Isiaka Bakayoko, qui bénéficie d'un train avec une subvention de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Il peut désormais gagner en temps sur la récolte. On n'avait pas des appuis, des matériels agricoles. Aujourd'hui, avec les programmes, on a réussi à avoir des matériels, les intrants. Donc maintenant, on fait des grandes superficies. Voilà. Il s'agit ici d'un vaste programme que nous avons mis en place et que nous voulons démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et ici, nous sommes sur une parcelle de riz. Mais pour les connaisseurs, ils vont dire mais la parcelle n'est pas bonne. En fait, c'est une parcelle de bas-fond non aménagée. Mais nous avons voulu que dans ce programme-là, tout le monde soit pris. Même si ce n'est pas aménagé, le paysan qui est ici a l'opportunité d'avoir la mécanisation. Donc, pour chaque type de riziculture, le programme doit faire en sorte que chacun puisse s'élever, s'améliorer et puis avoir des gains.
La nouvelle stratégie de développement de la filière riz, SNDR, qui a été lancée, vise à accroître les superficies rizicoles exploitées sous maîtrise de l'eau, la productivité des exploitations rizicoles, l'amélioration de la transformation du paddy et la commercialisation du riz blanchi. Une stratégie dont le financement est estimé à 798 milliards de francs CFA et pour laquelle les partenaires techniques et financiers se sont engagés en présence du Premier ministre à apporter leur soutien afin d'aider la Côte d'Ivoire à non seulement couvrir ses besoins nationaux, mais également à être exportateur net de riz blanchi à l'horizon 2030. Un nouveau souffle pour atteindre l'autosuffisance en riz, un dossier EcoPlus produit par Jean-Louis Gbangbo. Il vient mettre fin à cette édition. Retrouvez à 20h50 votre magazine Le Débat sur RTI 1, un numéro consacré ce soir à la gestion du personnel de maison. Bonsoir à tous.